Et si on parlait de sport ? Une émission produite et réalisée par l'association Et si on parlait de sport et animée par Laurent Garnier et Adrien Picou. Bienvenue dans cette 118e émission de Et si on parlait de sport ? Le sport, c'est plus qu'un jeu, c'est du cœur, de la sueur, du talent. Dans chaque épisode, on vous embarque au plus près de celles et ceux qui vivent le sport à fond. Préparez-vous, ça va bouger, vibrer et inspirer. Un grand merci à nos partenaires LG Consultants, Semper Connect, l'agence Bellondra et Dialogue Sport, des coéquipiers fidèles qui jouent collectif avec nous. Merci à toute notre équipe Dream Team, animatrices, animateurs, chroniqueurs et consultants, toujours prêts à mouiller le maillot. Le coup d'envoi est donné, alors, et si on parlait de sport ? Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette émission. Au sommaire, la chronique spéciale Coupe du Monde de rugby féminin avec le débriefing des premiers matchs de Coupe du Monde et un focus spécial sur la rencontre France-Afrique du Sud. En première mi-temps, aujourd'hui, on va parler d'un défi hors norme où le sport rencontre l'engagement citoyen et climatique avec nos invités Analu Moreno et Pierre-Frédéric Le Carrère. On prendra la route de Toulouse à Lisbonne à vélo avant de traverser l'Atlantique à la voile pour rejoindre Belém au Brésil à l'occasion de la COP30. Une aventure humaine, sportive et écologique, mais aussi un relais international qui porte 10 propositions concrètes pour le vélo devienne un véritable levier climatique. On en parle tout de suite. Et en deuxième mi-temps, nous partons à la rencontre d'une association qui depuis 25 ans apporte du rêve et du sourire aux enfants malades. Un maillot pour la vie avec Nicolas Coumel-Salver, chargé d'événementiel et de communication. Nous découvrirons la mission et les actions concrètes de l'association auprès des enfants hospitalisés, les parrains prestigieux qui soutiennent cette belle cause et bien sûr un focus sur le grand rendez-vous solidaire de la rentrée, le trophée Révo Cunavor. Un match unique mêlant le foot et rugby avec d'anciennes gloires du TFC et du Stade Toulousain. Un programme placé sous le signe du sport, de la solidarité et du partage. Et on débute par la Coupe du Monde de rugby féminin avec nos consultantes et consultants Daniel Irazu, Amélie Mahé et Bernard Pujol. Et si on parlait de sport ? La chronique. Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette chronique spéciale Coupe du Monde de rugby féminin que nous vous proposons dans Et si on parlait de sport ? Aujourd'hui, on se plonge dans les phases finales des poules qui viennent de s'achever et des quarts de finale qui s'annoncent passionnants. Pour débriefer ces rencontres, j'ai le plaisir d'être entouré de 3 passionnés d'Ovalie. Daniel Irazu, qui est ancienne internationale et coprésidente du stade andayais de rugby. Amélie Mahé, joueuse du TUC, Toulouse Université Club de rugby, championne de France de Fédéral 2 aussi, et Bernard Pujol, président du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, qu'on ne présente plus quand il s'agit de rugby. Merci à tous les 3 d'être présents avec nous. On va parler bien sûr tout de suite du parcours de nos Bleus. Finalement, ça s'est pas si mal passé. On va commencer par cette équipe de France. 3 matchs, 3 victoires, dont la dernière face à l'Afrique du Sud, 57-10. Les Bleus terminent première de leur groupe et retrouvons l'Irlande en quart de finale. Quel regard portez-vous sur ce parcours parfait, Daniel ? Puisque toi, tu avais été un petit peu au départ un peu critique. Donc vas-y, dis-nous tout. Oui, j'ai été un peu critique. Alors, en termes de jeu, je trouve que les Françaises sont montées vraiment crescendo au fil des matchs et ont pu montrer hier contre l'Afrique du Sud, elles ont proposé quelque chose de vraiment bien plus complet que les 2 premiers matchs. Alors, je dirais, elles ont répondu présentes en termes d'engagement comme on l'attendait en fait. Les cadres ont enfin joué leur rôle. Hier, avec une deuxième ligne, Madou Soufal, Manaï Féléou, très présente et un pack aussi impressionnant quand même en mêlée. Et puis derrière, une agressivité offensive qui a permis de retrouver une attaque intéressante avec une Pauline Bourdon-Sansus quand même très 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 présente, irrésistible depuis son retour, avec Gabi Vernier à ses côtés et puis Johanna Grisez encore qui a resté forte sur ses appuis face à la défense musclée des Sudaf. Merci Daniel, on va poser la question à Amélie. Donc je parlais du parcours complet, justement, revenir un petit peu sur cette montée en puissance. Il y a eu 3 matchs, 3 victoires et puis la dernière, effectivement, c'est sympa. Est-ce qu'on peut refaire un petit tour avec toi, Amélie ? Oui, bien sûr. Alors c'est un parcours qui se termine en beauté. Dire qu'il est parfait, ce serait un peu trop élogieux. On rappelle qu'on n'a pas 3 victoires bonifiées comme c'est le cas pour les autres équipes qui ont terminé première de poule. Donc ça reste pas du tout un résultat mitigé, mais effectivement les
filles sont montées en puissance. Je trouve que au-delà du jeu que Daniel a très très bien détaillé, ça se voit aussi sur les visages des joueuses. On les a senties très crispées contre l'Italie et là hier elles ont déroulé. On marque encore 9 essais face à des Sudaf qui ont été très très lourdes. Le tête contre avec Marine Ménager a montré toute la puissance que les Sudaf étaient capables de proposer. Les Bleus ne sont pas tombés dans ce piège-là et on les a sentis prendre plus d'initiatives, des tentatives de jeu qui ont abouti à des essais et avec peut-être un peu plus de fun sur le terrain. En tout cas, des joueuses qui ont proposé un rugby agréable à regarder et dont on sentait qu'elles prenaient aussi beaucoup plus de plaisir qu'en cette début de Coupe du Monde. Et je pense que, comme disait Bernard, ils avaient un joker qui était une Bourdon-Dupont, c'est ça, Bernard ? Oui, tout à fait. On l'a renommé Bourdon-Dupont. Oui, alors attention, parce que c'était l'offensif Dupont. Non, mais c'est vrai que par rapport au premier match où on a vu que effectivement c'était un peu timide, il y avait de l'appréhension, il y avait de la peur. Là, l'arrivée de cette joueuse, ça a tout changé, Bernard. Oui, ça a tout changé. On a entendu parler de crescendo et je reprendrai le discours de ces dames. Il faut remonter un peu avant sur le traumatisme et le carton qu'on a subi en préparation contre les Blacks à Mont-de-Marsan. On était un peu sur les talons, mais ça a été un mal pour un bien. Et à chaque match renouvelé, on voit que le groupe travaille bien, le staff et les joueurs adhèrent, les joueuses adhèrent. La mêlée était un peu disputée, les passes un peu imprécises, les filles avaient du mal à entreprendre et prendre des risques, on appelle ça des risques. Et à chaque match, ça a été validé. Jusqu'à effectivement se faire bouger un peu par les Italiennes, curieusement en mêlée. Et on pouvait craindre, dans le chemin de progrès, l'affrontement contre les Africains du Sud, robuste, solide. On s'est aperçu que tout est validé. Ça va vite, ça avance, ça joue en mêlée, c'est en phase statique. Les passes arrivent, la vitesse est en place. Et c'est vraiment un parcours et un chemin exceptionnel qui peut faire rêver, quoi. On ira un petit peu plus loin, mais on est sur la trajectoire. Alors pour aller un peu plus loin, on va un peu parler des autres groupes. C'est important de savoir un peu comment ça s'est passé dans le détail. On commence par la poule A avec l'Angleterre, qui est donc bien sûr favorite du tournoi, qui a signé un 30e succès d'affilée, 47-7 contre l'Australie. Et est-ce que ces Anglaises paraissent intouchables, Amélie ? Alors le résultat parle de lui-même, c'est leur Coupe du Monde, elles sont ensemble depuis presque 6 mois maintenant, elles sont conditionnées pour gagner, mais les Australiennes les ont un peu poussées dans leur retranchement, c'est l'Australie qui ouvre la marque, elles ont mis un peu de temps avant de décanter, et puis c'est un match qui a laissé des traces du côté de l'équipe anglaise. La 15 a été, la nouvelle est tombée hier, elle aura 12 jours d'arrêt, donc elle ratera le quart de finale. Butterman aussi a été sorti prématurément, donc physiquement ça a laissé des traces. Ça veut dire que les Anglaises sont bousculables, intouchables je ne sais pas, mais bousculables indéniablement. Qu'est-ce que t'en penses toi, Daniel ? Oui, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Amélie. J'allais aussi parler des 2 points marquants avec ces 2 blessures qui sont préjudiciables pour l'Angleterre. Butterman en mêlée, elle est quand même, et puis même dans le jeu, elle est très très importante. Donc oui, effectivement, pour le coup, intouchable, je suis plus si sûr, parce que ça risque quand même de changer leur plan. Ton impression à toi, Bernard ? En rugby, intouchable, inaccessible, le propre de ce jeu de combat est qu'un match reste un match. On ne peut pas le gagner avant. Les Anglaises, effectivement, connaissent les blessures comme toute nation dans ces compétitions. Elles sont sur une dynamique, une force sur leur terre. Pour moi, elles vont être très très difficiles à les toucher, quelle que soit l'adversité. Elles sont dans une dynamique, elles sont devant. On reparlera un petit peu plus loin de la comparaison avec les Blacks. Le prochain match est à jouer. Les Anglaises, comme ennemies, ont les Anglaises. Mais je vois mal cette dynamique, cette force, cette vitesse, ce réalisme depuis le début être bousculé. Mais il me tarde de voir les autres matchs, tellement qu'il y a effectivement des surprises, des équipes qui jouent sans complexe, même si elles ne sont pas dans le dernier carré. Mesdames, un mot par contre sur l'Australie qui passe finalement au goal average, vous qui êtes joueuses toutes les deux, devant les États-Unis. Comment vous voyez ce résultat ? Non, moi, je suis pas tant surprise que ça, mais les Australiennes ont montré qu'elles étaient très présentes dans la hiérarchie. De toute façon, elles ont toujours été puissantes devant. Moi, pour les avoir jouées en 98, alors ça remonte à loin, mais
C'était hier. C'était hier. On était déjà impressionnés à l'époque par les oppositions en face. Moi, j'avais une sacrée pilier qui me mettait 2 têtes et 40 kilos. Donc, moi, je suis pas très surprise. Peut-être que elle joue plus un jeu d'affrontement que les États-Unis et ça a payé. Amélie, un petit mot ? Oui, de toute façon, ça allait relever du miracle que les Américaines puissent passer. Elles ont fait le job, mais finalement pas suffisamment. 60-0, c'est incroyable comme score, mais ça reste des points en moins, une quinzaine de points, voire 25 points en moins que ce que les Anglaises et les Australiennes ont réussi à mettre aux Samoa. Donc il fallait vraiment un miracle, on l'avait dit, que les Anglaises gagnent de 75 points sur les Australiennes, semblait totalement invraisemblable. Donc voilà, la hiérarchie est respectée. Les Américaines, ça doit être une grosse déception, parce qu'elles ont toujours été les équipes qui bousculaient un peu en poule, et puis là finalement elles repartent chez elles. Bernard, on va passer sur le groupe B avec le Canada, victoire 40-19 contre l'Écosse. Toi qui suis beaucoup le rugby international, les Canadiennes semblent solides. Oui, avec, et Daniel ne m'en voudra pas, Madame Soleil Dandaï, on avait pressenti ce changement de hiérarchie, si je puis dire, sur les nations majeures, puisque l'élargissement à 16 nous augurait effectivement des scores et des nations en apprentissage. On avait parlé de l'Afrique du Sud, on a vu les limites de la puissance, mais elles se sont remises sur le plan mondial au niveau et on les attendra. L'Australie, qu'on attendait, et on avait senti effectivement avec le Canada, des nations qui sont présentes et pour la suite pourront effectivement encore réserver quelques surprises. Les Américaines, elles sont en deçà, il va falloir qu'elles se remettent en cause. Il n'y a pas que de l'athlétisme, de la vitesse de course. Les nations jouent collectif, elles sont dans la stratégie, le rugby féminin met en place un autre rugby d'affrontement, de stratégie, beaucoup plus réfléchi. Et puis des oppositions de plus en plus solides. Et la puissance, effectivement, on s'aperçoit de cette Coupe du Monde, les filles bien préparées maintenant sont puissantes. On va passer à Amélie. Juste Amélie, après on vient à toi, Daniel. Amélie, donc sur cette question, le groupe B, il y avait donc le Canada, il y avait les Fidjiennes aussi, et qui ont battu le Pays de Galles. Mais ça faisait partie des matchs en jeu, on va dire, moins importants, même si finalement ces équipes se battaient pour la 3e place de poule et potentiellement une première victoire en Coupe du Monde. Et ça a vraiment été un régal à regarder. Alors, il y a quand même beaucoup de déchets dans le jeu, dans les actions, mais un match qui a laissé beaucoup de suspense avec des essais refusés dans la 2e mi-temps. Et puis ce score très très serré des Fidjiennes, 28-25, avec une fin de match absolument ahurissante, avec un coup de pied raté dans l'embut. On pensait que le ballon allait revenir aux Galloises. Finalement, l'arbitre siffle à la fin du match. Donc voilà, on a eu du rugby comme on l'aime, peut-être un peu plus rugby village, mais voilà, ça a été très plaisant à voir, de voir ces nations pouvoir s'exprimer à la hauteur des adversaires qu'elles avaient en face d'elles. Daniel, ton regard sur la poule B? Moi, je retiendrai un point qui n'est pas forcément terrain. J'ai vu une vidéo de l'entraîneur à la conférence de presse, l'entraîneur des Fidji avec une de ses joueuses, sa capitaine, je pense, qui était quand même assez émouvant. Beaucoup de fierté et d'émotion de leur côté. Il a mis en avant que leurs filles, avec tout le travail qu'elles avaient réalisé avant cette participation à la Coupe du Monde, représentaient beaucoup. De jouer devant autant de monde, on peut s'imaginer que ça leur arrive jamais, et que cette émotion qui a été partagée, elle est moi j'ai été aussi prise d'émotion. Voilà. Je sais pas trop comment l'exprimer, mais je trouve que c'est chouette finalement ces nations inférieures de voir comment elles vivent cette Coupe du Monde avec toute la popularité qu'il y a autour. C'est des moments importants et de partage, et comme le Brésil, c'est des chouettes moments. Et on sentait toute la fierté de ces jeunes femmes, très contentes d'être là et d'avoir participé. Il y avait beaucoup de joie. On passe sur cette 3e poule, poule C, carton noir pour l'Irlande face à la Nouvelle-Zélande, 40-0. Ça vous inspire quoi, Amélie?
On va dire que c'est de bon augure pour nous. Vaut mieux arriver en quart de finale avec nous en ayant mis cette branlée au Sudaf plutôt que d'arriver en ayant pris 40 points et sans mettre un seul de notre côté. Donc on le sait, le rugby, c'est pas tout ce que vous allez proposer sur le terrain, c'est aussi un ascendant psychologique. Dans quel état psychologique vous arrivez sur le terrain. Sans aucune prétention, les Françaises vont prendre très sérieusement ces Irlandaises. N'empêche que je pense que l'état d'esprit est beaucoup plus serein de notre côté avec cette victoire très prometteuse. Et les Irlandaises savent qu'elles vont devoir batailler très durement contre les Françaises qu'elles connaissent. Elles se connaissent, elles se retrouvent chaque année aux 6 nations. Mais la marche va être beaucoup plus difficile pour elles que pour nous. Bernard ? Oui, c'est une autre compétition. Le trèfle à 4 feuilles s'est fait un peu bousculer face à des Néo-Zélandaises. On les attendait, même si on peut dire elles ne jouent pas complètement. C'est comme les hommes. Ils ne jouent pas complètement, mais ils sont toujours au bout. Et ils montent, et plus l'adversité est là, mieux, et ils aiment ça, mieux ils s'opposent, ils grandissent, et les Black Ferns seront là. Les Irlandaises, on les connaît, le fighting spearing, mais bon, elles rendaient beaucoup, dans beaucoup de domaines. L'écart est là. Les Néo-Zélandaises vont continuer leur chemin sans faille, et il n'y a pas de doute là-dessus. Un petit mot, Daniel, sur ce carton noir de l'Irlande face à la Nouvelle-Zélande. Oui, la Nouvelle-Zélande a montré qu'elles étaient quand même supérieures, même si elles sont pas encore, comme il dit Bernard, elles montent aussi crescendo en fonction des adversaires. Mais l'Irlande a été vraiment, il y avait un gros gap entre les deux équipes, complètement dépassées par le rythme. Alors après, on connaît les Irlandaises, contre la France, ça m'étonnerait qu'elles laissent leur part aux chiens et que elles se sont des chacailleuses et qu'elles ne laisseront pas. Elles ne laisseront pas les Françaises dérouler comme elles veulent. Un petit mot avec le Japon aussi, qui était dans ce groupe contre l'Espagne, avec victoire du Japon 29-21. Ça fait partie donc aussi des matchs sans enjeu dont parlait Amélie tout à l'heure, mais ce Japon-Espagne 29-21, je ne m'attendais pas à ce que le Japon batte l'Espagne. Mais oui, il a montré aussi quand même des choses intéressantes dans le jeu. Les Espagnols, c'était assez équilibré quand même, mais les Espagnols n'ont pas su passer devant. Amélie ? Ouais, ça reste des matchs vraiment plaisants à regarder, de voir ces nations qui arrivent à montrer en fait ce qu'elles sont capables de proposer en termes de jeu et d'opportunisme. Je m'attendais à un score serré. Le Japon prend le dessus sur l'Espagne, sur des nations qui ne se connaissent pas du tout sur la scène internationale. Donc voilà, c'était une belle occasion pour ces deux équipes de travailler et de progresser. Un dernier mot sur ces poules, Bernard. Oui, on avait fait des commentaires à juste titre sur l'élargissement et le nombre des équipes monté à 16. Et les premiers résultats nous posaient question, compte tenu de l'ampleur des scores. La compétition se déroulant, on se rend compte que les nations qui sont un peu en dessous des 5 ou 6 nations majeures veulent aller chercher leur première victoire, progressent, et ça valide effectivement l'élargissement au nombre de 16 équipes. Quand on voit la joie qu'a eu marqué cet essai, à un moment donné, je crois que c'était les Brésiliennes, c'est extraordinaire. Ah oui, moi je dansais, je suis un grand danseur, Daniel le sait, tout ça. Mais j'étais en samba dans la salle à manger. Ah oui. J'ai pas pleuré, mais je dansais en samba. On va passer, si vous le voulez bien, maintenant, on va se projeter maintenant sur. On va vous demander d'être un peu devin sur les quarts de finale. Regarde maintenant le programme de ces quarts. Samedi, nous aurons la Nouvelle-Zélande contre l'Afrique du Sud et le Canada contre l'Australie. Et dimanche, France, Irlande et Angleterre, Écosse. Quel match attendez-vous le plus, mesdames ? On commence par Daniel. Alors, quel match j'attends le plus ? Évidemment, le France-Irlande. Je m'en doutais. Parce que la France, chauvinisme, et puis quand même, j'espère que les Françaises elles vont continuer à monter encore en puissance et battront à plate couture les Irlandaises. Après, sinon, quel autre match j'attends ? Forcément, la Nouvelle-Zélande contre l'Afrique du Sud, pour voir si la Nouvelle-Zélande est vraiment capable de rivaliser devant, dans la puissance et en mêlée fermée. Ça m'interroge. Voilà, après... Amélie, ton point de vue, quel match tu attends le plus ? Oui, hormis le fait d'être chauvine, évidemment, en dimanche en début d'après-midi, je pense que l'Angleterre va pas laisser... beaucoup de points à l'Écosse. Je suis très curieuse de la Nouvelle-Zélande et de l'Afrique du Sud. J'ai été très impressionnée par cette 15 Sudaf qui a ce tout petit bout de femme qui a relancé les attaques, qui était pareil, qui en défense était assez incroyable.
la demi de mêlée, si vous vous souvenez, ce coup de pied de Gabi, et elle nous fait une remontada à la 9 alors qu'elle part bien après le début de course de Gabi, et qui elle sauve l'honneur de l'Afrique du Sud en marquant ce dernier essai en toute fin de match. Donc je pense que voilà, on a avec quelques beaux morceaux devant, peut-être que les Néo-Z vont être un peu repoussés dans leur retranchement. Donc c'est plus le match que je vais regarder. Après Canada-Australie, j'ai bien peur que malheureusement l'Australie ne puisse pas batailler davantage avec le Canada. Bernard, ton point de vue. Oui, bien sûr, les Bleus, c'est une évidence. Et elles ont l'avantage, elles ont gagné le tournoi, elles ont quand même un avantage. Les Irlandaises ont laissé quelques plumes, quelques feuilles au combat. Je pense que si elles continuent dans leur puissance, elles devraient passer. Après, je regarderai toutes les affiches, parce que à chaque match, sortent des éléments nouveaux. Les filles sont là. Ce n'est pas par hasard. Et les Sudaf, je les ai trouvées fatiguées. Je craignais un petit peu leur force. Elles sont étiolées, elles ont une ou deux joueuses blessées et elles ont montré un peu la limite. Et contre les Néo-Zélandaises, ça va être très très difficile. Le Canada suit sa route et monte en puissance. Moi, j'attends le Canada et j'en fais un trouble fête pour. C'est pas fini. La compétition n'est pas finie. Le Canada, je les vois bien là. Justement, la bonne liaison, Bernard. Alors maintenant, la dernière question de cette chronique. Si vous deviez parier sur une affiche de demi-finale, donc un peu vos pronostics, allez, honneur à Daniel. France-Angleterre, forcément. Ben oui, ça c'est, on l'attend tous. Et Nouvelle-Zélande, Canada, ouais, moi j'ai marqué ça. Allez, les pronostics, Amélie. Oui, Nouvelle-Zélande, Canada et France-Angleterre où j'aurai l'honneur d'être dans les tribunes. Donc autant vous dire que j'attends ce match avec impatience, ce petit week-end à Bristol dans 2 semaines. Hein. Tu feras un live de là-bas. Évidemment. Donc. Bernard, oui, le carré. Le mot de la fin. Le carré est bien là. Moi, je fais toujours attention en rugby et l'écueil, c'est de gagner les matchs avant. Mais bon, le carré est évident. L'Angleterre-France. Là, on est devant le mur là. C'est l'Everest. Hein. J'adore les Bleus et tout, mais on est peut-être pas au grand niveau que nous offre l'Angleterre, où il y a tous les registres sur leur terre. Ça va être compliqué. On n'a rien à perdre. Nouvelle-Zélande, Canada, la fougère devrait continuer à monter en puissance et à développer son rugby. Tu nous as porté l'occasion que sur les demi-finales, en finale, j'avais déjà un petit schéma, mais on en parlera plus tard. Et oui, on se retrouve donc la semaine prochaine. Merci à tous les trois pour ce débriefing passionnant. On voit cette passion qui monte et ces matchs nous apportent plein de choses. On l'a compris, les Bleus sont bien lancés. Il faudra se méfier quand même de l'Irlande dimanche prochain. Et puis derrière, la route s'annonce semée d'embûches encore avec des nations comme l'Angleterre ou la Nouvelle-Zélande, comme tu l'as dit, Bernard. On se retrouve donc la semaine prochaine pour analyser ces quarts de finale et voir si les Bleus poursuivent leur rêve mondial. Merci à tous les trois. Merci Lo. Merci. Merci à tous. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission « Et si on parlait de sport ?» avec Anna-Lu Moreno et Pierre-Frédéric Lecarrère. Et si on parlait de sport ? Première mi-temps. Et retour sur le plateau de Et si on parlait de sport, aujourd'hui on prend la route, on prend même la mer avec 2 aventuriers du climat, Anna-Lu Moreno et Pierre-Frédéric Lecarrère. Ensemble, ils s'élancent dans une aventure hors norme, rejoindre Lisbonne à vélo, puis traverser l'Atlantique en voilier pour arriver à Belém au Brésil, à l'occasion de la COP 30. Ils vont vous expliquer tout ça dans quelques instants. Bonjour Anna et bonjour Pierre-Frédéric. Bonjour. Bonjour. Alors d'abord, vous allez nous raconter pourquoi un défi, moi ça m'a interrogé, complètement fou, partir à vélo de Toulouse pour traverser l'océan, puis au Brésil. Là j'avoue que j'ai besoin que vous m'expliquiez un petit peu l'un comme l'autre. D'abord très heureux de vous recevoir ce matin, mais expliquez-moi un petit peu, c'est quoi ce pari ? Merci beaucoup déjà de nous recevoir Laurent. C'est vrai que ça peut paraître un peu fou, mais la voile aujourd'hui et le vélo sont justement aujourd'hui les moyens de transport les plus propres en fait qui peuvent exister. Et nous, à travers nos aventures justement, on essaye de mettre ça en avant, de montrer à tout le monde qu'il est possible de voyager autrement, d'une plus belle manière, plus vertueuse. Et puis également en limitant justement toutes ces émissions carbone, CO2, tout ce qu'on peut entendre justement aujourd'hui là-dessus pour limiter notre impact sur le climat. Et encore merci aussi Laurent. Pour moi, c'est aussi une histoire personnelle puisque en fait, c'est grâce au vélo que je suis revenue dans le monde de vivant. J'ai une maladie chronique et du coup, c'est vraiment le vélo qui m'a fait
récupérer mon mental pour pouvoir aller de l'avant. Donc cette aventure, cette rencontre aussi, c'est chaque kilomètre, c'est un moyen, c'est un acte de résilience. Donc c'est aussi une façon de montrer que malgré les difficultés, on peut s'en sortir, on peut se dépasser. Voilà, le vélo, il me permet ça, il me permet de me dépasser et de reprendre ma vie en main. Alors Anna, comme on l'entend, c'est pas un accent de chez nous. On sent qu'il y a un appel brésilien dans ce petit accent. En fait, tu es franco-brésilienne. Oui, justement, le français, c'est pas ma langue maternelle et du coup, des fois, c'est un peu, je cherche mes mots, mais je suis brésilienne de Rio et voilà, j'habite en France depuis et c'est ma deuxième nation. Et donc on voit que on te sent attiré par le Brésil, d'où ce voyage. On comprend qu'il y a un petit côté retour aux sources aussi quand même. Exactement. Mais alors dans cette aventure, vous n'êtes pas seul finalement. Il y a une troisième personne. Et qui a un prénom quand même qui sonne bien brésilien. Oui, c'est Samba. C'est une petite York de 1,5 kg. Elle est de Rio aussi. C'est une brésilienne. Et c'est notre mascotte des 4 pattes. Et c'est aussi, elle a son statut des chiens d'accompagnement, chien thérapeutique. Donc, elle est à fond dans cette aventure, quoi. Elle parlera pas au micro, mais elle est avec nous aujourd'hui. On est content de l'accueillir aussi parce qu'on aime bien les animaux et elle fait partie aussi de cette aventure. On va rentrer un peu dans le vif du sujet sur ce projet qui concerne pas seulement votre duo, mais la COP30 Bike Ride. C'est un immense relais international. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus? Ouais, c'est une initiative citoyenne qui est portée des personnes qui travaillent là-dessus depuis l'an dernier, où ils étaient partis de Paris pour rejoindre Bakou pour la COP 29. La COP30, du coup, c'est une conférence internationale sur le climat organisée par l'ONU. Maintenant, depuis, là, on va COP30, donc c'est déjà la 30e. Et donc, du coup, ils étaient partis l'an dernier de Paris pour aller jusqu'à Bakou. Et cette année, ils rééditent justement aussi le projet où il y a le 14 mai dernier, il y a déjà des cyclistes qui sont partis de Bakou, justement, à travers la branche sud de la COP Bike Ride pour ensuite rejoindre Lisbonne à vélo, à travers un relais, justement, citoyen. Donc là, qui a déjà réuni, je pense, plus de 500-600 personnes depuis le début. Donc c'est juste une aventure collective humaine. C'est un système de relais, comme pour expliquer aux gens, un peu comme l'idée de la flamme olympique. Si exactement, sauf que là c'est une bannière, avec une bannière en fait qui réunit les 10 propositions justement qu'on a la volonté de présenter là-bas à la COP30 pour mettre plus de vélos dans la vie des gens, pour aussi accompagner les collectivités, pour développer aussi toutes les infrastructures cyclables, en sachant que le vélo, oui, ça offre plein de solutions au niveau de l'environnement, mais également de la santé, le bien-être personnel, et chaque jour, c'est une possibilité aussi de s'évader dès qu'on met un coup de pédale, quoi. Anna ? C'est exactement ça. Et aussi, au passage, dans chaque ville qu'on traverse, on rencontre des associations locales, on rencontre des élus, on rencontre des personnes, des habitants, des citoyens. Et on en parle de ce projet, on en parle aussi de qu'est-ce que c'est que la COP. Et on les demande aussi, par exemple, aux élus, de faire un engagement. En fait, c'est 10 propositions que vient de dire PF. Et c'est justement, donc, ils choisissent au moins un minimum 3 propositions ils vont s'engager d'ici 2030 pour leur village, par exemple, faire plus des places de stationnement pour vélo, plus de kilomètres de voies vélo. Donc, il y a aussi ces symboles parce que ça peut sensibiliser d'autres élus, d'autres villages. Et on a déjà traversé, comme a dit PEF tout à l'heure, Alors PEF, c'est Pierre-Frédéric pour les auditeurs. Voilà. Voilà. Faut pas qu'on... Et donc, il y a tous ces engagements et ce mouvement qui s'est fait aussi. Par exemple, la ville de Toulouse, elle va signer 3 propositions, donc elle va s'engager. Donc, il y a une cérémonie pour ça aussi. D'accord, donc à Toulouse aussi, on aura un petit signe. Alors, on a 10 propositions pour le vélo que vous proposez. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus concrètement et pour dire ce que vous faites demander aux décideurs?
Ouais, justement, et c'est pour ça, là, on parlait de, oui, ça nous fait plaisir, en tout cas, ça nous rend heureux de participer à ce genre d'aventure. Mais là, au-delà du symbole, c'est vraiment justement développer les plans cyclables et tous les plans d'aménagement urbain des différentes villes. Et par exemple, pour donner quelques propositions concrètes, c'est voilà un réseau structurant de pistes cyclables d'ici 2030. Plus de zones réservées aux vélos et aux piétons, notamment autour des écoles, du stationnement vélo partout, y compris aussi pour les vélos cargo, de la formation pour les enfants et les femmes, en fait, de rendre aussi ça beaucoup plus accessible. Et une des propositions aussi qui moi me plaît énormément, c'est de se dire, bon voilà, il y a beaucoup de choses qui se font en termes de logistique au niveau des villes. Et là, c'est de se dire, bon déjà, est-ce que presque le dernier kilomètre, est-ce qu'on pourrait essayer de le faire à vélo? On voit qu'il y a de plus en plus de vélos cargo qui sont présents dans les villes. Donc pour ça, voilà, il faut aménager aussi pour qu'il y ait suffisamment de place, pour limiter les accidents. On parlait là des femmes et des enfants. Bah, c'est aussi de se dire que je pense que certains parents, ils n'ont pas envie qu'il arrive quelque chose à leur enfant s'il prend le vélo. Donc que tout le monde soit beaucoup plus rassuré. Et puis derrière, c'est aussi que montrer pour une ville que voilà, on parle de bien-être. Souvent chaque année il y a un recensement au niveau des habitants pour savoir si les personnes se sentent bien dans la ville. Le vélo est un des facteurs, un des outils qui permettent de mettre ça en avant. C'est exactement ça, et on veut que le vélo soit enfin reconnu un outil, justement, une stratégie des transitions écologiques, quoi, comme a bien dit Frédéric. La place des femmes, justement, dans l'espace public est beaucoup, c'est encore compliqué, difficile par rapport aux questions de sécurité pour les enfants, pour les mamans qui sont en train de ramener leurs enfants à l'école, par exemple, avec des cargos. Il y a tout ça il n'y a que les personnes, les femmes qui sont cyclistes pour l'instant, qui connaissent cette problématique, justement. Et c'est super d'avoir des messieurs comme Frédéric qui pensent aussi comme ça. Donc ça commence aussi à poser cette problématique. Ce qu'on pourra rajouter, je pense, c'est voilà, aussi là où les gens, de plus en plus, en tout cas dans l'actualité où chacun fait attention à chaque euro dépensé, aussi le vélo, voilà, c'est un investissement moindre. On sait que le vélo, entre guillemets, c'est 10 fois moins cher qu'une voiture. Donc si à minima sur nos déplacements du quotidien, entre 5 et 10 km, tout le monde peut se le permettre, entre guillemets, et quand on voit aussi le prix de l'essence qui augmente et qui fait toujours débat, le vélo aussi devient une solution, pour le coup, accessible à toutes et à tous. Oui, donc il faut qu'effectivement, non seulement il faut des vélos, il faut aussi que les gens qui vont faire du vélo apprennent à faire du vélo et respectent. Je me permets aussi de donner ça. C'est bien le vélo, mais tout le monde, le respect, il est partout. C'est-à-dire qu'on voit des choses aussi parfois où on coupe des carrefours sans respecter les données. Revenons à l'essentiel. Oui, le vélo, mais aussi on apprend à faire du vélo. Le partage de la route. Merci de le préciser. C'est important et il faut aussi remettre les choses à leur place. On voit aussi des aberrations et il faut rester dans une discipline de vie, que tout le monde soit en harmonie. Je crois que c'est important de le préciser, mais tout à fait d'accord avec ce point de vue-là. Les éléments maintenant de cette aventure. On va un peu rentrer dans le vif de vos sujets. Vous allez vous lancer quand même dans un défi qui est ambitieux. Toulouse-Lisbonne à vélo, puis 60 jours de traversée de l'Atlantique en voilier. Quels vont être vos plus grands défis finalement? Parce que le vélo, vous n'avez pas préparé le Tour de France. On sait que eux ils font du vélo. Il faut quand même le faire. Combien par jour? Comment vous organisez ça? Vous passez par les Pyrénées, donc il y a quand même il va falloir faire des montées quand même. Pour le coup, pour moi, le vélo, c'est pas la partie la plus compliquée. Maintenant, ça fait 4 ans que je mène des projets d'aventure. Là, pour le coup, j'ai pu partir pendant 2 mois et demi, aller jusqu'au sud-est de l'Italie en partant de la Bretagne. Donc le vélo, c'est pas la partie la plus difficile. Après, c'est plus sur la logistique. Là, on est aussi sur toutes ces questions de trouver un bateau, justement, pour traverser l'Atlantique. C'est aussi ça de tous les auditeurs et les auditrices qui pourront nous entendre. Justement, s'il y a aussi peut-être possibilité de nous aider sur cette partie-là. Mais là, c'est en tout cas le plus grand défi, moi, à mes yeux, c'est de se dire, OK, il faut qu'on trouve là un moyen maintenant, dans le mois qui vient, pour pouvoir traverser l'Atlantique. Je pense que pour pédaler jusqu'à Lisbonne, c'est pas ça qui pose souci. En tout cas, aujourd'hui, on sait comment faire et on s'adapte justement s'il y a des besoins. Mais par contre, maintenant, c'est de se dire, d'accord, il faut être à Lisbonne et aussi dans un espace restreint sur un bateau, un espace qui est limité où on peut pas se dire, je vais aller me balader parce que là, je me sens pas bien. C'est aussi ça, c'est une aventure collective et là, de se dire,
pendant plus d'un mois, on sera avec d'autres personnes dans un espace clos. Donc voilà, c'est aussi ça, cette expérience à vivre. Et je pense qu'on l'a jamais vécu à mes yeux. Moi, c'est plus ça qui me questionne et d'un côté qui m'attire aussi de découvrir quelque chose que je ne connais pas. Donc c'est un aller-retour quand même. Un aller et retour. Il va falloir aussi penser Exactement. au retour quand même. Navigation aussi avec des professionnels ou comment vous allez gérer la navigation? Il y a un partenariat qui a été fait entre COP30 Bike Ride et Floatia for Change, qui est une ONG qui a la volonté aussi d'embarquer des scientifiques et des autochtones justement jusqu'à la COP30 à Belém. Donc on va voir si ça peut se faire avec eux, et sinon il y a aussi justement des particuliers qui mettent à disposition aussi sur leur bateau. Donc là, tout le collectif de la COP30 Bike Ride est aussi en train de discuter avec d'autres personnes, pas pour trouver des personnes qui sont justement motivées par ce projet, qui ont envie d'apporter aussi un peu comme le Colibri, d'apporter aussi leur part. Anna, comment toi tu appréhendes la partie vélo aussi, parce que est-ce que tu es spécialiste? T'as fait déjà de la route? Non, pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, c'est vrai que ça fait 10 ans que je pédale et à cause justement de mes problèmes de santé, j'ai toujours pédalé tout seul avec mon chien, bien sûr. Parce que déjà au début, je voulais faire le chemin de Saint-Jacques, mais par rapport à mon problème de santé, je ne peux pas marcher. Donc le seul moyen que j'avais, c'était le vélo. Le seul effort que je pouvais faire, parce que le vélo, n'importe qui peut faire du vélo. On va au rythme de chacun. C'est ça ce qui c'est bien avec le vélo. Qui en ait 6 ans ou qui en ait 99 ans, c'est possible. Et donc, du coup, comme a dit Frédéric, c'est en ce moment, ça fait partie aussi de notre façon de voir la vie aussi, de se dépasser, de l'aventure, d'aller à la rencontre de l'inconnu aussi, si on peut dire, mais surtout de l'humain, des personnes, cet échange aussi. Mais on est complètement concentré, je suis d'accord avec cette histoire des bateaux, en fait, parce qu'on n'est pas encore, on ne sait pas, tout est bon pour qu'on traverse de Lisbonne, mais ça peut changer qu'on va partir de la Méditerranée ou du nord de la France. Donc, ça se précise là, mais... C'est vraiment l'aventure, quoi. C'est vraiment, vraiment l'aventure jusqu'au bout, quoi. Donc, on s'adapte. Le vélo, on s'adapte, quoi. Et on adore ça, on adore l'aventure. Et on va le faire, on sait qu'on va arriver à Belém. Ça, c'est sûr et certain. Alors, vous allez partir avec donc un budget, j'imagine, serré. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut lancer comme avis aux auditeurs pour éventuellement susciter des idées, des envies de vous aider? Déjà, je pense que la première chose qu'on peut dire avant de parler d'argent, c'est toute personne qui a envie de se lier à cette initiative citoyenne, est invitée à participer au relais. Première étape, donc, sur Agen en vélo. Oui, pour nous, en tout cas, là, qui rejoignons la branche sud, parce que là, il y a déjà des personnes qui sont en train de rouler, qui sont en direction de Toulouse. Donc, la première chose que je pourrais dire à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est venez faire du vélo avec nous, ce sera l'occasion de se rencontrer. Et puis, s'il y a des personnes, oui, qui ont peut-être envie de participer au niveau financier, là, chacun, que ce soit Anna ou moi, nous avons nos associations, donc Anna avec Vélo Santé et moi avec Côte à Côte. Oui, c'est vrai que chaque euro compte, que ce soit 10, 20, 30, 50 euros. Il y a possibilité de faire des dons. Nous, on peut aussi derrière vous faire justement des papiers en déduction fiscale pour ceux que ça intéresserait. Mais voilà, c'est déjà de se dire humainement, j'ai envie de participer à un projet qui a du sens à mes yeux. Et après, voilà, suivant les moyens de chacun, si vous avez envie aussi de nous accompagner financièrement, on en sera très heureux. Concrètement, comment on fait pour vous joindre, alors pour vous envoyer un message ou pour faire passer ce financement? Comment ça se passe? Je pense qu'on pourra déjà mettre en description du podcast nos informations, mais sinon, moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram, c'est le-PEF. C'est pour ça qu'Anna m'a appelé PF. Mais sinon, sur LinkedIn également, Pierre-Frédéric Le Carrère. Et puis, vous taperez mon nom de toute façon sur Internet, je pense que vous le trouverez. Un petit mot, Anna, pour conclure sur cette partie-là qui est importante aussi, pour vous aider à aller au bout de cette aventure, de ce rêve, de ce projet, en fait. En fait, on est dans la même pensée, dans la même onde, on va dire. C'est vrai, on va pas nier, bien sûr, le financier, l'argent, c'est important, ça va nous aider. Mais vraiment, sincèrement, nous sommes dans
dans l'humain, nous sommes dans cette énergie de l'aventure humaine aussi. Donc, je suis complètement d'accord avec Frédéric. Ça sera un vrai plaisir et une belle énergie qui va nous ramener si on peut nous aider avec 5 euros, 10 euros, 20 euros, peu importe. Mais c'est cette énergie de solidarité. Et au-delà de ça, pour la suite du parcours, parce que effectivement, l'information va suivre. Vous êtes à Agen, après vous tournez, c'est quoi les prochaines étapes pour il y a direction, ceux qui veulent vous suivre? Oui, exactement. Il y aura direction pour la branche Pyrénées, la Rouen, et ensuite on retrouvera Anglette. Ouais. Et donc après, derrière, si vous voulez aussi, toutes les informations sont aussi en ligne sur le site internet de Coptrunk Bike Ride. Vous êtes un petit peu sur le parcours de Saint-Jacques, on parlait de Saint-Jacques tout à l'heure. Oui, on va descendre c'est un peu la direction quand même. pour la direction de Lisbonne, justement, c'est de passer par le centre de l'Espagne en passant par Madrid. Donc oui, on sera dans le Pays Basque et ensuite on descendra par Madrid. Non, c'est drôle, j'ai eu l'occasion moi d'aller l'an dernier justement au Portugal en vélo déjà, donc là ça sera aussi retrouver des routes que j'ai déjà pu parcourir, donc au bon souvenir parce qu'on est souvent très bien reçus chez les Espagnols et chez les Portugais. En tout cas, nous, on va vous suivre, bien sûr, et on va vous souhaiter plein succès, de réussite. On va passer modestement à notre niveau le message pour tous ceux. Donc, on cherche un bateau d'abord pour vous aider à traverser, éventuellement un relais ou des points de chute sur cet itinéraire. Donc, vous pourrez retrouver, bien sûr, dans ce podcast. Merci Anne-Lu et Pierre-Frédéric d'avoir partagé avec nous cette incroyable aventure en route vers la COP 30. Un défi qui prouve que le sport peut être un formidable vecteur d'engagement et de changement. On vous souhaite bon vent à tous les deux, bon courage, et on suivra avec émotion, et on va suivre Samba aussi, puisque vous l'emmenez, il faut le dire, à tous ceux qui sont les amoureux d'animaux, qu'il va faire la route avec vous deux. Merci en tout cas d'être venu dans cette émission, ça nous a fait grand plaisir de vous recevoir, et plein de belles choses. Merci Laurent. Merci Laurent. C'est la mi-temps, retour au vestiaire, et on se retrouve dans quelques instants avec notre invité Nicolas Coumel-Salver. Et si on parlait de sport, mi-temps. Le sport, c'est bien plus qu'un jeu. C'est une passion qui se vit sur le terrain et dans les tribunes. Encourager son équipe, vibrer ensemble, c'est ça l'esprit du sport. Mais insulter l'adversaire, contester un arbitre, faire preuve de violence, non, ça ce n'est pas du sport. Que ce soit sur le terrain ou en tribune, le respect est la règle d'or. Le vrai champion, c'est celui qui respecte ses coéquipiers, ses adversaires, les arbitres et son sport. Respectez mon sport, parce qu'avec du respect, le sport est plus fort. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Et retour sur le plateau de Et si on parlait de sport, et dans cette deuxième mi-temps, nous avons souhaité mettre en lumière une association formidable qui œuvre depuis 25 ans pour apporter du rêve et de la joie aux enfants malades. Un maillot pour la vie. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Coumel-Salver, chargé d'événementiel et de communication dans l'association. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurent. Nicolas, avant de parler de l'association, des événements, est-ce que tu peux te présenter auprès de nos éditeurs, nous dire un peu qui tu es et quel est ton rôle au sein de cette association Un maillot pour la vie? Bien sûr, pas de souci. Donc moi je m'appelle Nicolas Coumel-Salver, j'ai 25 ans. Je suis rentré dans l'association, ça va quasiment faire 4 ans. Pour la petite histoire, moi j'ai fait ma dernière année de master en alternance là-bas. Donc on y rentre étudiant et puis au fil des années on grandit, on mûrit et... Ils t'ont gardé. Voilà, c'est ça, ils m'ont gardé là. L'aventure s'est bien passée et donc voilà, on a fait un petit bout de chemin ensemble déjà et tout simplement on est une équipe de 5 salariés. Donc moi mon rôle au sein de l'association c'est chargé d'événementiel. Je m'occupe aussi de la communication, de la promotion et visibilité sur les réseaux notamment. On est une petite équipe mais on est multicasquette et on redouble pas de missions et tout ce qui s'ensuit. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous présenter cette association Un maillot pour la vie et quelle est véritablement sa mission ? Alors l'association Un maillot pour la vie a 25 ans cette année, donc c'est notre année d'anniversaire. Elle est née l'année 2000 à Toulouse.
Donc aujourd'hui, on rougit pas sur le fait de dire qu'elle est maintenant nationale. Le siège est à Balma pour ceux qui connaissent. Et voilà, on a pour credo et pour mission d'apporter du réconfort et du soutien en créant des sourires aux enfants malades qui ont malheureusement croisé le chemin de la maladie, toutes pathologies confondues, avec l'appui et le soutien de sportifs et personnalités de haut niveau depuis, comme je le dis, maintenant 25 ans. C'est une association qui a pour but de d'égayer le quotidien de ces enfants. Dans un premier temps, notre mission était d'aller et est toujours d'aller dans l'hôpital, dans le milieu hospitalier, pour aller passer un après-midi récréatif avec ces petits enfants, ces petits loulous comme on adore les appeler. Voilà, c'est un petit moment où ils ont pour l'instant de côtoyer ces sportifs de haut niveau que normalement on voit qu'à la télé, partager un petit moment avec eux, de sourire, de rigolade, de goûter. Et après, c'est la réalisation de rêves. Donc pour la petite histoire, ils remplissent ce que nous on appelle le passeport. C'est un document justement où ils renseignent leur pathologie, leurs rêves, ce qu'ils aimeraient faire, quel âge ils ont, etc. Et en fonction, nous, avec le réseau qu'on a et puis au fil des années, justement les ambassadeurs et sportifs qui ont pu rentrer dans cette grande famille, comme on aime l'appeler, partager ces moments au stade, en concert, si je puis dire. On a eu la chance de faire des beaux petits rêves ces derniers temps. On a également beaucoup de chance d'être soutenu par des parrains. On en parle dans quelques instants, justement. Du coup, quelles sont les actions concrètes que vous menez pour les enfants malades au quotidien? On a, comme je l'ai dit, plusieurs missions. Donc, dans un premier temps, on va dans les hôpitaux pour aller passer ces moments récréatifs, ces petits goûters avec les partenaires, les enfants et les sportifs le temps d'un après-midi pour que ils puissent oublier malheureusement ce côté négatif qu'est la maladie. C'est un tour de France des hôpitaux, quoi. Exactement. Pour le coup, certes, c'est parti de Toulouse puisque l'ancrage territorial était toulousain de base, mais après, l'association a pris de l'ampleur et maintenant, on va justement, comme tu dis, Laurent, faire le tour de France des hôpitaux à Paris, à Marseille, à Lyon, à Nantes, pour ne citer que. Et dans un second temps, on amène justement les enfants hors de l'hôpital pour ceux qui peuvent, pour passer des très bons moments au stade, sur des représentations sportives, mais pas que. Et du coup, en 25 ans, quel est le bilan que vous tirez par rapport à ça et sur l'association? Quel est son véritable impact? Alors, pour le coup, nous, on le voit, Adrien, tu pourrais le dire mieux que moi. Pour la belle histoire, on a certains enfants qui grandissent avec l'association parce qu'on a à cœur d'avoir ce suivi. Ce ne sont pas que des actions en one shot, si je pourrais dire. Pour le coup, ils réalisent certes leurs vœux quand nous le pouvons, mais ça ne s'arrête pas que là. Il y a vraiment un suivi jusqu'à la rémission et la guérison, qui fait que après, comme toi Adrien, certains enfants sont devenus bénévoles de l'association, parfois même parents, et c'est ça qui fait que nous, ça nous donne la banane et ça nous donne envie, parce que c'est bien plus qu'un métier, c'est une mission qui nous guide au quotidien, de voir justement les retours, les messages, les témoignages, parce qu'il faut penser aux familles aussi. C'est pas parce que l'enfant est touché que c'est lui seul qui bénéficie du rêve. Il y a aussi la famille qui est là pour être en soutien, et nous justement on a à cœur de partager ces moments-là enfant-famille. Donc, quand on voit les sourires, les pleurs, les témoignages, messages, que ça soit en face ou comme je le dis par texto, ça vaut tout l'or du monde. Une idée du nombre d'enfants que tu as accompagnés ou que l'association a accompagnés depuis quelques temps? Ouais, alors ça pour le coup c'est quelque chose sur lequel on doit vraiment réussir à quantifier, parce que on a beaucoup trop d'enfants. Certes, on fera le maximum pour eux, mais on va dire que sur 25 ans, c'est quasiment 26 000 enfants accompagnés. Où on a réalisé à peu près 15 000 rêves. C'est plus de 7 000 sportifs qui sont rentrés dans les rangs, si je puis dire, de l'association,
qui viennent justement soutenir l'association, venir partager tous ces moments-là privilégiés avec nos petits héros, et vraiment de voir ces sportifs qui paraissent intouchables à la télé, voir l'humain justement. Que vous appelez d'ailleurs des ambassadeurs. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus? Est-ce qu'on peut dire quelques noms? Parce qu'effectivement, c'est évocateur. Surtout parler de ces jeunes, ces sportifs qui humblement viennent se mettre au service de ces enfants. Je pense que c'est important. Quelque part, c'est des faits pour ces enfants. Exactement, c'est vrai. Tu fais bien de le dire, Laurent. On en a 2 qui ont fait grandement parler d'eux, qui sont parrains nationaux de l'association, qui ont fait grandement parler d'eux l'année dernière au JO notamment. J'ai envie de parler de Léon Marchand et d'Antoine Dupont, qui ont certes un ancrage toulousain important, mais à travers la France, on en a quelques-uns, en passant par Cascarino, en passant par maintenant Maxime Lucu du côté de Bordeaux. On en a plein. Alors on essaye de pas les oublier, de pas en oublier certains surtout, mais on a quelques noms qui trouvent toujours du temps, malgré leur emploi du temps surchargé, pour venir passer des petits moments avec nous. Et ça, c'est juste formidable et primordial. On est là aussi pour parler d'une organisation, d'un trophée qui s'appelle le trophée Révo Cunavor, qui aura lieu le 21 septembre prochain. C'est la 4e édition, je crois, de ce trophée, qui aura lieu à Blagnac. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est, en gros, cet événement? Ce trophée-là, ça va être cette année la 4e édition, qui a émergé de base avec la Jeune Chambre économique de Toulouse. C'était pour honorer la mémoire malheureusement de ces 2 sportifs disparus. Et au tout début, en amont de justement la première édition, la Jeune Chambre économique et les sportifs avaient décidé de reverser les fonds à une association, donc toulousaine, puisque c'est deux clubs de Toulouse. Et au fur et à mesure, on a fait partie de l'aventure avec eux. Et depuis l'année dernière, depuis 2 ans maintenant, c'est l'association qui l'organisons. Donc c'est un rendez-vous familial au profit des enfants, qui correspond à un match amical, une mi-temps rugby, une mi-temps foot, entre ces 2 entités toulousaines. On va parler des temps forts prévus à cette édition. Qu'est-ce qui est vraiment prévu lors de cette 4e édition? Alors, la journée ouvre ses portes à 9h du matin pour le grand public. Alors nous, on avait à cœur, alors les premières éditions, c'était plus, c'était le match qui était mis en lumière, bien sûr, puisque c'est ça qui est à l'œuvre via cet événement. Mais depuis l'année dernière, on a vraiment à cœur de partager un moment convivial entre public, sportifs, enfants, partenaires et j'en passe. Il y aura dès 9h du matin un village partenaire et enfants qui sera mis à disposition pour le grand public. À 10h, ça sera la rencontre, une mi-temps foot, une mi-temps rugby, avec encore de beaux restes pour les sportifs qui seront là. Si je peux citer du Ntamak, du Michalak, du Siriex, du Dieuze, du Bayo, du Bergougnou, et encore une fois, j'en oublie, mais des très belles têtes toulousaines que vous aurez à cœur de retrouver. Et voilà, c'est toujours un moment sympa parce qu'il y a le match de gala. Et ensuite, il y a la partie restauration où là, sur place, les joueurs restent. Les partenaires déjà ont des stands, donc ils peuvent communier avec le public. Et par la suite, c'est toujours un moment hyper convivial puisque les sportifs restent. Et c'est ce qui est très apprécié par les gens qui viennent et qui se déplacent. Du coup, quels sont les résultats que vous avez obtenus pendant les précédentes éditions de ce trophée Renaud Cunavor? Toujours pareil, les chiffres représentent à la fois quelque chose, mais à la fois pas, si je puis me permettre. On a récolté déjà 15 000 euros de dons pour l'association, avec une centaine de joueurs qui a déjà été mobilisés. Alors les joueurs, eux, remettent le couvert année après année, donc on les remercie grandement parce que de jouer le jeu comme ça, malgré, comme je dis, leur emploi du temps, c'est jamais facile, et ils trouvent toujours du temps pour la cause. Donc sur ça, on sera toujours reconnaissant. C'est
plus de 2000 spectateurs sur ces 4 années. Ça a mis du temps à se mettre en place, mais à chaque fois, ça amène son petit lot de personnes. Et c'est surtout une cinquantaine de bénévoles missionnés sur l'événement, avec bien évidemment les partenaires et le public qui sont sur place. Donc toute cette synergie est juste formidable, parce que c'est le genre de moment que petits et grands adorent, au profit de quoi? D'une bonne cause. Donc pourquoi louper le rendez-vous? Alors comment le grand public peut participer ou soutenir ce trophée Revo Cunavor cette année? Comment ça se passe pour le public? Leur dire de venir? Alors on a donc bien évidemment il y a la traditionnelle venue sur place. Donc là pour le coup ils ont juste à se déplacer le 21 septembre à partir de 9h pour acheter le billet sur place et puis partager ce moment qu'on ne présente plus. Mais il y a aussi sur les réseaux. Alors nous on est présent, quand je dis nous c'est l'association, on est présent sur les réseaux sociaux Instagram, LinkedIn et Facebook, sur lesquels justement on communique régulièrement sur l'actualité. Et là, à l'approche de l'événement, ils peuvent s'inscrire via un message, via un QR code que nous on met sur nos visuels, ou tout simplement sur le site de l'association via www.maillotpourlavie.com. C'est la classique, c'est toujours important, parce que de le rappeler, on ouvre la porte à tout le monde, et justement via un message, via un lien, il y aura toujours la possibilité de s'inscrire. Donc on vous attend nombreux. Il faut s'inscrire, c'est payant. Comment ça se passe le système? L'inscription est à 5 € pour le grand public. C'est gratuit pour les enfants. Et comme je l'ai dit, vous pouvez payer via Internet sur le site de l'association, ou via le lien qu'on communique sur les réseaux et les QR codes, ou tout simplement sur place. Il y aura la billetterie qui sera là pour vous accueillir. Donc, à partir de quelle heure ils peuvent être là? C'est à partir de 9h. Donc le match de gala est à 10h. Et à partir de 9h, il y aura toutes les animations, il y aura les gens sur place pour un accueil des plus chaleureux, comme on a l'habitude de faire. Donc que vous veniez à 9h ou à 10h, il y aura du monde qui sera là. Merci beaucoup Nicolas pour toutes ces précisions. Bravo pour un maillot pour la vie et pour ces 25 ans d'action. On vous souhaite une très belle édition de ce trophée Revo Cunavor. Le 21 septembre, donc venez tous, ça se place à Blagnac, c'est facile d'accès et c'est l'occasion aussi de faire une belle action, de voir des gens pratiquer, revoir, et puis c'est original, une mi-temps rugby, une mi-temps football. C'est-à-dire que les footballeurs se mettent au rugby, c'est comme ça que ça se passe? Oui, et puis voilà, c'est ça qui est assez cocasse. Ouais, il y en a, on les soupçonne pas, mais alors certes c'est du rugby touché, mais il y a quelques bons petits crochets, quelques bonnes petites passes. Le jeu aux mains est égal au jeu aux pieds, croyez-moi. Il y a pas de plaquage? Non, parce que on va éviter les blessures. Bah écoutez, nous on va te suivre, en tout cas on fera en sorte de relayer cette information à notre niveau. En tout cas on était content de recevoir cette association qu'on va soutenir aussi modestement. On le fait puisque Adrien Picot, qui est à côté de moi, bien depuis quelques temps m'accompagne, et il fait toujours partie de votre association. Tout à fait. Voilà, c'est un plaisir d'avoir accueilli au sein de cette association nous-mêmes, et si on parlait de sport. Un grand merci d'être venu jusqu'à nous. Merci à toi Laurent pour l'invitation. Adrien, un petit mot? Oui, je voulais rebondir sur ça, sur l'association. Je sais que, comme Nicolas l'a mis en œuvre, je suis un ancien enfant malade, un ancien enfant, comme dirait un ancien minot de la maison. Et aujourd'hui, c'est une œuvre et c'est une énorme fierté de faire partie de cette association-là. Un maillot pour la vie a été énormément quelque chose de magnifique pour moi dans mon enfance. J'ai réalisé des rêves, j'ai voulu avoir la possibilité de rencontrer McAllister. J'ai passé des moments énorme, je pourrais pas les décrire parce que c'est quand même indescriptible ce que j'ai vécu, de passer un gala avec lui où on fait des photos et le mec te prend avec une écharpe et elle smile, et après tu vas à l'entraînement rugby du stade où tu es tout seul dans les tribunes, il te reconnaît, il te donne un t-shirt. Enfin, c'est des moments qui seront gravés à jamais. Et je voulais le dire un jour, aujourd'hui, et je ne cesse de le répéter, Un maillot pour la vie, une association qui met en œuvre les enfants, essaye de faire le plus possible pour ça et de leur donner le sourire. Et bien moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai 28 ans et ils m'ont donné le sourire, et n'hésitez pas à continuer, les enfants, croyez en vos rêves avec cette association-là va vraiment se réaliser. Ils feront tout
Et nous, même les bénévoles, ferons tout pour réaliser vos rêves. Ben voilà, c'était Adrien Picou qui faisait un beau témoignage. Merci Adrien et à très bientôt. Retour au vestiaire, c'est la fin du match et de cette 118e émission. Et si on parlait de sport? Fin du match. Et oui, c'est la fin du match et de cette 118e émission de Et si on parlait de sport. Un grand merci à nos invités du jour, Daniel Irazu, Amélie Mahé, Bernard Pujol, Anna-Lu Moreno, Pierre-Frédéric Lecarrère, Nicolas Coumel-Salver. Merci pour vos voix, vos témoignages, vos parcours et votre passion. Merci à vous, auditrices et auditeurs fidèles. Continuez à liker, commenter, partager, surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est vous, notre moteur. Merci Adrien Picou pour ton aide à la préparation de cette émission. Chapeau à nos partenaires LG Consultants, Samper Connect, l'agence Bellombra et Dialogue Sport. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Et si on parlait de sport?